Merci beaucoup Jean-Robert pour cette introduction et puis pour m'avoir invité ici à parler dans cet amphithéâtre qui est chargé lui-même d'histoire. Et c'est vraiment un plaisir d'être ici. En effet, on va étudier ces non-morts qu'on appelle les zombies, qui sont des individus, un peu des morts qui ne se tiennent pas tranquilles, qui sont spécifiques au territoire d'Haïti. Ce que je vous propose, c'est de les explorer ensemble avec un triple regard, celui du médecin, tu l'as dit, celui de l'anthropologue et de l'archéologue. Et vous verrez que 3 spécialités ne sont pas inutiles quand il s'agit de travailler sur un sujet aussi complexe que celui-ci. La première question qu'on va se poser est celle de savoir si les morts sont vraiment morts. Alors tu l'as dit, La mort n'est pas une fin, c'est un roman d'Agatha Christie. On ne vit que 2 fois, c'est un James Bond en l'occurrence. Voilà. Donc c'est un livre avant d'être un film, mais il est plutôt excellent et surtout il se déroule dans un territoire qui est proche. La question qui se pose ici, elle est importante. Et c'est pour ça que le sous-titre de l'exposition, « La mort n'est pas une fin », se termine par un point d'exclamation. En Haïti, quand quelqu'un meurt, le certificat de décès n'est pas signé par un médecin, comme en France, comme à l'accoutumée, comme dans beaucoup d'autres pays du monde, mais comme malheureusement il n'y a pas assez de médecins au moment où le code civil a été édicté, eh bien, ce sont des témoins, 2 témoins qui signent les certificats de décès. Et vous allez voir que ça ouvre la possibilité à pas mal de soucis, de problèmes, pour attester que le mort est véritablement mort. Alors, généralement, quand je me rends dans un cimetière avec ma casquette de géographe ou également de médecin légiste ou d'anthropologue, le premier endroit où je vais, avant même de déposer mes valises en partant de l'aéroport, c'est les cimetières. C'est vraiment l'endroit, je trouve, où on peut le plus apprendre sur l'anthropologie d'un pays, sur la façon avec laquelle les vivants traitent leurs morts, mais également tout l'intérêt que peuvent revêtir les morts pour la communauté des vivants. Donc je vous invite vraiment à faire ça la prochaine fois que vous irez en Italie, en Grèce, au Panama, au Vietnam ou ailleurs. Commencez, au lieu d'aller voir au mieux d'aller déposer vos valises ou d'aller voir le musée national d'archéologie ou des beaux-arts, commencez par le cimetière. Et vous verrez, c'est une bonne mise en condition. Alors, c'est ce que je fais. À chaque fois que je vais partout, et notamment en Haïti, je commence par cet endroit qui est mon endroit favori de travail en Haïti. C'est le grand cimetière de Port-au-Prince. C'est un immense carré qui fait quasiment 1 km par 1 km, donc c'est vraiment assez grand. Et surtout, c'est nourri, comme vous pouvez le voir sur cette image, de plusieurs centaines de milliers de tombes qui sont amassées horizontalement et verticalement. Alors quand vous rentrez, vous avez une phrase de Victor Hugo qui vous prévient qu'évidemment, dans une vision optimiste, la mort est une entrée vers un nouveau monde qui est plus lumineux, etc. Et que rien ne se ferme, mais au contraire, tout s'ouvre. On est là dans le verbe, évidemment, de Victor Hugo. Alors quand je vous dis que c'est un peu des HLM de la mort, les cimetières haïtiens, et notamment le cimetière principal de Port-au-Prince, c'est entièrement vrai. Vous avez des tombeaux qui sont tantôt vides, tantôt pleins, ils étaient tous pleins à l'origine, mais certains ont été vidés parce que leur contenu a servi à faire des matières premières pour des rituels qui peuvent être des rituels du vaudou, des rituels de zombification, des rituels de sorcellerie, etc. Vous avez des caveaux qui sont loués, une sorte de Airbnb mortel, si je peux dire, où vous pouvez louer un caveau, alors pas pour dormir généralement, mais plutôt pour faire une cérémonie. Donc vous louez pour une nuit, pour une semaine. Et quand vous êtes un prêtre, et notamment un prêtre qui sert les divinités du vaudou avec les 2 mains, la main droite qui fait le bien et la main gauche qui fait le mal, on appelle ces individus des bokors, eh bien, ils peuvent louer un caveau pour 1 mois, pour 1 an à peu près, et ça devient un peu leur cabinet médical, si vous voulez, en tout cas leur cabinet professionnel. Et donc, c'est ce que vous voyez sur cette photo. Je ne suis pas certain qu'il y ait assez de piles, parce que j'ai l'impression que le son s'interrompt de temps en temps. Au centre du cimetière, vous avez une croix qui est extrêmement importante, qu'on appelle la croix de Baron Samedi. Avant de vous expliquer ce que c'est, j'ai déjà utilisé depuis 3 fois le mot vaudou. Et il me faut absolument vous expliquer ce qu'on appelle vaudou en Haïti. Vous connaissez probablement tous le vaudou du Bénin, qui est une religion à part entière, une culture également. Ça n'est pas une sorcellerie, c'est pas une diablerie ou du satanisme ou autre chose. C'est une religion avec toute sa respectabilité, ses dieux, son panthéon, son clergé, ses textes, avant en oralité, maintenant écrits. Et le vaudou qu'on appelle vaudou haïtien est un syncrétisme, c'est-à-dire un mélange entre 4 courants religieux ou culturels ou historiques bien particuliers. Le premier, ce sont les religions de l'Afrique subsaharienne, façade ouest, Afrique centrale et même Afrique de l'Est, Mozambique
et Madagascar. Donc on va vraiment ratisser large parce que malheureusement, c'était des territoires qui étaient ratissés pour la quête des esclaves, pour le commerce des esclaves transatlantiques. Et donc ces religions sont, on peut dire, le premier niveau de cette religion syncrétique, c'est-à-dire ce métissage, ce mélange à la fois culturel et religieux. Le deuxième niveau, c'est l'esclavage en lui-même, qui est une cicatrice qui ne se refermera jamais et qui a laissé des traces indélébiles dans ces religions outre-Atlantique, de ce mélange. Troisième chose, c'est le catholicisme romain. Pendant les 3 mois que durait le rapt des esclaves, puis leur regroupement, leur transfert, leur tri, leur vente et leur dispersion, eh bien, on inculquait à l'époque de force, dès 1504, c'est-à-dire 12 ans après la découverte de l'Amérique, déjà on commence à importer des esclaves pour travailler dans le Nouveau Monde, eh bien on leur inculquait de force des notions de catholicisme romain, avec le Panthéon, avec les dieux, les saints, les saintes, etc. Et puis le 4e et dernier courant, qui est à l'origine de ce syncrétisme, ce sont les religions autochtones, les religions qui étaient sur place, dans la Caraïbe, c'est-à-dire les Taïnos, les Arawaks, Caraïbes, Kalinago, donc des civilisations qui étaient précolombiennes et au sein desquelles se réfugiaient les esclaves qu'on appelle marrons, c'est-à-dire ceux qui s'échappaient de leur maître et qui retrouvaient un semblant de liberté. À ce moment-là, il y avait une transmission d'un petit peu de savoir, notamment le savoir autour des poisons ou certains rituels, comme l'usage d'un potomitan, un peu comme un totem, ou de faire des signes kabbalistiques sur le sol qu'on appelle des vévés. Donc c'est ce mélange des 4 qui a donné le vaudou haïtien en Haïti, qui a donné le candomblé ou la macumba au Brésil, la santeria à Cuba, le quimbois dans les Antilles françaises, le vaudou également en Louisiane ou en Floride. Bref, toutes ces religions qu'on appelle syncrétiques, qui sont un mélange des genres. Au sein du panthéon du vaudou haïtien se trouve une divinité de la mort qu'on appelle Baron Samedi. Baron Samedi, c'est un beau gosse. Il est élégant, il est bien habillé, il a un chapeau claque, il a une redingote, il est vraiment très très beau. Et il a une petite particularité, c'est qu'il a toujours un verre de lunettes qui est cassé. Ou alors il lui manque une chaussure, ou alors il a un pan de son pantalon qui est relevé. Pourquoi ? Pour signifier qu'il a un pied dans le monde des vivants et un pied dans le monde des morts. C'est un signe qu'on retrouve aussi dans d'autres sociétés initiatiques, et c'est toujours pour préciser qu'on a un pied d'un côté et un pied de l'autre. Le profane, le sacré, ou le monde des morts et le monde des vivants. Et donc Baron Samedi, il est central dans la fabrication, si on peut dire, des zombies. Et il a sa croix au centre du cimetière. La croix de Baron Samedi est établie sur le tombeau le plus ancien des cimetières. C'est une croix banale, une croix blanche à l'origine, en béton ou en plâtre, mais elle va être noircie, comme sur l'image que vous voyez ici, par la fumée de tous les sacrifices qu'on va faire sur elle. Par le sang qui a été versé, par le parfum qu'on a projeté dessus, par les crachats également. Alors, ce n'est pas des crachats, c'est pas négatif, c'est qu'on prend une gorgée d'alcool, on en fait plusieurs fois le tour à l'intérieur de la bouche et ensuite on le crache sur la croix. Ce qui est une façon de dire que c'est un peu de soi qu'on abandonne dans cet alcool. C'est à nouveau un mélange qui se fait. Et là, vous avez sur cette croix une jolie giclure de sang frais que vous voyez en bas à gauche. C'est du poulet. Voici une autre croix de Baron Samedi, et vous voyez, au-dessus, il y a un sortilège qui a été mis. On en reparlera tout à l'heure, un wanga, pour dire à un individu « arrête de me suivre, arrête de faire des mauvaises actions ». Voilà, et c'est pour signifier à l'individu de s'arrêter, de stopper, eh bien, on fait un petit paquet magique qu'on va déposer sur une chaise et qu'on va déposer sur Baron Samedi. Donc on demande littéralement à Baron Samedi, dieu des morts, de s'occuper de ce sortilège. Au pied de la croix de Baron Samedi, vous avez plein de sacrifices. Vous devez imaginer les autels de l'Antiquité gréco-romaine exactement pareils, ou étrusques si vous voulez. Si vous voulez voir l'Antiquité gréco-romaine animée, vous allez en Inde ou vous allez en Haïti, ou vous allez éventuellement aussi au Bénin, au Togo ou au Nigeria. Et là, vous verrez vraiment l'Antiquité vivante. Ce n'est pas du tout négatif vis-à-vis de ces cultures. C'est pas du tout dire qu'elles sont archaïques, c'est au contraire pour dire qu'il y a vraiment une survivance et ça permet d'animer des structures qui nous paraissent complètement propres et aseptisées. Quand vous allez au musée du Louvre et que vous voyez un autel en marbre pour Diane, par exemple, vous devez l'imaginer d'abord couvert de couleurs et ensuite couvert de sang, d'huile, de viscères, de têtes de poulet décapitées, de pièces de monnaie, de bougies, de petits pains au miel, etc. Donc
ça vous permet vraiment de vous rendre compte de la réalité de ce qu'est une offrande. Les offrandes ne sont pas perdues pour tout le monde, vous pouvez le voir. Alors vous avez des peintures également. Peinture ici qui représente Baron Samedi, mais un type de Baron Samedi assez particulier qu'on appelle Baron criminel. Baron criminel, c'est la forme de Baron Samedi qu'on va aller solliciter quand soit on va provoquer un crime, soit quand on va se défendre d'un crime, selon donc que vous êtes animé de bonnes ou de mauvaises intentions. Voici un rituel qui est en cours avec une mambo. La mambo est cette femme qui a la main derrière le dos, très élégante, je trouve, avec cette robe colorée, et elle tient la main d'une adepte qui est placée derrière elle avec un chapeau rouge et un haut noir, qui est en train de tenir une bouteille. Et dans cette bouteille, il y a une âme. On va en reparler. Il y a une âme. Et donc, cette mambo est en train de faire un rituel de guérison. Alors, nous avons une âme à l'intérieur de notre cerveau ou répartie dans l'intégralité de notre corps. Dans le vaudou béninois, dans le vaudou haïtien, mais également dans la scolastique de saint Thomas d'Aquin et chez Aristote, il y a une partition de l'âme. Différentes âmes, mais surtout deux âmes principales, qu'on appelle l'âme intellective, chez Aristote et chez saint Thomas d'Aquin. C'est ce qu'on appelle dans le vaudou haïtien le gros bon ange, le gros bon ange, et une âme végétative, celle qui vous fait vous nourrir, boire de l'eau et vous reproduire. Et ça, c'est ce qu'on appelle le petit bon ange, de petit bon ange. Et donc ça, on peut les mettre dans une bouteille et on peut vous guider, vous s'en servir un peu comme d'une télécommande pour vous faire avancer. Et si jamais un jour vous êtes zombifié, qu'on vous retire cette âme et que vous devenez du coup un corps sans âme, eh bien on peut prendre le contenu de cette bouteille et le remettre à l'intérieur de votre corps pour que vous redeveniez normaux comme vous maintenant. Alors, il y a des signes kabbalistiques sur le sol. Quand on rentre dans les tombeaux, et notamment dans les tombeaux réaffectés et réutilisés par certains sorciers, vous avez des paquets magiques. Là, vous avez un paquet magique avec un crâne. Et le crâne vient directement de la sépulture qui était en dessous. En l'occurrence, une jeune femme morte à 16 ans et qui était la fille d'un descendant de Gustave Eiffel installé là-bas à Port-au-Prince, et qui est le plus beau tombeau, en l'occurrence en fer émaillé d'ailleurs, en fer forgé du cimetière. Vous avez des poupées qui sont réutilisées, vous voyez, avec des couteaux. Ce n'est pas forcément un très très bon talisman. En tout cas, il vaut mieux pas être la cible. Et puis vous avez du rhum. La moitié de la production du rhum Barbancourt, dit-on, est destinée non pas à la consommation des hommes, mais à satisfaire les besoins des loas, qui sont les dieux. Et là, vous avez le même crâne posé sur le même petit cercueil miniature, destiné à faire du mal vis-à-vis de quelqu'un. Et derrière, vous avez le rachis dorsal, donc les vertèbres thoraciques de cette jeune femme de 16 ans qui ont été réutilisées. Et partout où vous marchez dans le cimetière, vous avez donc ici un corbillard, mais à la croisée des chemins, comme dans l'Antiquité grecque. Hécate, la déesse à 3 têtes, la déesse des chiens, était adorée à la croisée des chemins, la déesse des sorcières. C'est la même chose. Et partout autour, vous avez des établissements funèbres. Notez quand même que les établissements funèbres ont des barreaux. Et ces barreaux sont faits non pas pour qu'on ne puisse pas rentrer à l'intérieur, mais pour que les morts ne puissent pas sortir. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, fréquemment, quand vous rentrez dans le cimetière de Port-au-Prince, vous avez des tombeaux qui ont été vidés pendant la nuit et le cercueil qui est en train de brûler. Pourquoi ? Bien, soit un sorcier, un beau corps, a eu besoin de récupérer des ossements ou des cheveux ou des vêtements ou des clous de cercueil pour faire des cérémonies, soit il a tout simplement récupéré un corps qui était à l'intérieur, in extenso, de quelqu'un qui n'était pas mort mais qui avait été enterré vivant et qui était un zombie. Et pour ne pas laisser de traces de ce forfait, le corps est parti, puisque c'est un être vivant qui va vivre sa vie de zombie un peu plus loin, mais le cercueil, on va s'en débarrasser directement. Et c'était le cas présent. Là, dans ce cercueil, il n'y avait plus rien. Le cercueil était complètement vide. Je peux vous dire, j'ai regardé, évidemment. Bon, là, un poulet, encore une bouteille de Barbancourt. Ce genre de scène est vraiment très, très fréquent. Vous en avez de temps en temps au Père-Lachaise, mais c'est rare. C'est trop rare à mon goût.
Et puis les crânes sont partout, enfin vous marchez vraiment. Quand vous avez la chance d'aller dans d'autres cimetières un peu plus éloignés, là on est à 60 km au nord de Port-au-Prince, dans un département de Haïti qui s'appelle l'Artibonite. C'est vraiment le territoire de prédilection des zombies. Et là on est dans le cimetière de l'Esther, vraiment un tout petit village, pas très loin de Saint-Marc, s'il y en a qui connaissent Haïti. Et le cimetière n'est pas clos de murs, donc on peut y aller à toute heure du jour et de la nuit. Et moi je m'y suis rendu à la tombée de la nuit. Généralement, ce n'est pas l'endroit où on va dans un cimetière, mais quand on est anthropologue, c'est le bon moment pour aller dans un cimetière. Et donc, dans ce cimetière, il y a un tombeau qui anciennement était intact, mais les gens font parfois 100, 150, 200 km pour aller récupérer des petits bouts de ce tombeau. Parce que c'est le tombeau d'un ancien zombie qui s'appelait Clervius Narcisse. Un homme qui est mort dans les années 60, qui a été revu vivant dans les années 70-80 et qui a vécu très très bien sa deuxième vie. Ce n'était pas un homme hyper honnête. Il avait été zombifié parce qu'il avait vendu des terres qui ne lui appartenaient pas. Et ça, honnêtement, en Haïti, on ne pardonne pas ce genre de choses. Et il a été zombifié. Heureusement, il a pu se sauver en assassinant son maître et il a ensuite erré le long des voies de communication. Il a été récupéré et il a pu survivre. Eh bien, les gens récupèrent des petits morceaux, non pas de son cercueil, mais de sa sépulture, parce que ça va être utilisé pour les rituels de zombification. Quand on veut faire un zombie, il faut une poudre à un certain moment, je vais vous l'expliquer, et dans cette poudre, il faut des ossements humains, comme si on transmettait la mort de façon contagieuse. Il faut également des morceaux d'un tombeau de zombies. C'est complètement inerte sur le plan chimique, mais sur le plan surnaturel, magico-religieux ou métaphysique, c'est hyper puissant. Et donc c'est comme si on transmettait non seulement la mort avec la poudre d'ossements, mais également comme si on transmettait la zombification par ce tombeau qui, entre guillemets, a été souillé, a été contaminé par le zombie lui-même. Vraiment une sorte de métaphore infectieuse assez intéressante sur le plan anthropologique. Et donc le tombeau que vous voyez là, il est complètement morcelé, c'est le tombeau de Clervius Narcisse, il est complètement morcelé parce que les gens viennent prélever des petits bouts. C'est littéralement une profanation de sépulture, on est bien d'accord. Bon, c'est minime, c'est quoi ? C'est des petits cubes de 1 cm3 à chaque fois, parce qu'il faut en laisser pour les autres, mais voilà, c'est une pratique toujours bien en cours. Et puis vous marchez sur des mandibules. Là, la mandibule d'un enfant, en l'occurrence, donc on ne marche pas dessus, on fait attention. Et puis d'autres choses. Là, c'est une poupée Barbie. Vous avez tous joué. Vous avez toutes joué avec une poupée Barbie, peut-être, ou un équivalent, en tout cas des poupées, des peluches éventuellement. Eh bien, sachez que les poupées Barbie ont une deuxième vie, si on peut dire, en Haïti, puisqu'on va y associer un individu. On peut jeter un sort sur cette poupée qui devient le simulacre d'une cible. On entortille les cheveux, par exemple, devant les yeux pour l'empêcher de voir, ou en tout cas de se défendre, ce qui est le cas pour celle-ci. Et ensuite, on la décapite. Et en décapitant cette poupée Barbie, c'est comme si on décapitait à distance, comme on tuait, ou au moins comme on diminuait la vitalité de l'individu qui passe du statut de cible au statut de victime. Je précise que là, ce n'est pas du vaudou, c'est de la sorcellerie. D'accord ? Le vaudou ne pratique pas ce genre de choses. Le vaudou est une religion et une culture. On est dans une pratique de sorcellerie qui est en marge de la religion, comme de toutes les religions. Vous pouvez trouver des sorcelleries exactement comparables dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans le catholicisme, même dans le protestantisme, dans le judaïsme, dans l'islam. Prenez toutes les religions, vous avez systématiquement des pratiques de sorcellerie en marge. Donc, il serait vain, et surtout ça serait une erreur, de continuer à stigmatiser Haïti et le vaudou en disant que c'est de la sorcellerie ou autre chose. Je ne voudrais vraiment pas que vous quittiez cette salle en ayant cette idée-là qui serait pour le coup vraiment une idée fausse. Donc, sorcellerie. Voici Clervius Narcisse dont je vous parlais. Et vous le voyez assis sur sa sépulture. Et vous voyez que la sépulture a un peu changé. Alors c'est sa première sépulture. Voilà. Depuis, il a bien vécu. Donc Clervius Narcisse, il est bien connu, il a très très bien vécu sa deuxième vie. Je peux vous dire qu'il a bien profité des femmes, il a fait plusieurs fois le tour du monde, il a fait plein de conférences dans plein de pays, donc un bon voyageur. Et lui, il avait été interné dans un hôpital en 1962 pour hypertension maligne et urémie.
Et c'est là que, quelques jours plus tard, il est mort et son certificat de décès a été signé, souvenez-vous, par 2 témoins, pas par un médecin. Il a été enterré et on n'a plus eu signe de lui pendant des années, jusqu'à ce qu'il réapparaisse dans la fin des années 70, début des années 80. Et là, il a été interrogé, notamment il a interagi avec un monsieur que j'ai eu la chance de connaître, qui s'appelait Max Beauvoir. À Max Beauvoir, je pense qu'il vous aurait plu, je pense qu'il aurait beaucoup plu à Jean-Robert Pitt, d'abord parce que c'était un bon vivant, et qu'entre bons vivants, voilà, on s'apprécie. Et c'était surtout un homme qui avait une double culture. C'était un chimiste, un biochimiste de formation, un botaniste et biochimiste, et en plus, il était initié au vaudou, et c'était même le pape du vaudou, donc le plus haut degré de l'élévation, si on peut dire, initiatique du vaudou haïtien, ce qu'on appelle ATI. Et il avait une maison extraordinaire, avec une cave extraordinaire, un péristyle, c'est-à-dire un endroit où se faisaient les rituels extraordinaires aussi, donc sur le plan architectural. Et c'est lui qui a travaillé avec Clervus Narcisse et également avec un ethnobotaniste canadien qui s'appelait Wade Davis. Wade Davis vit toujours, lui, il travaille toujours aussi, et lui, il avait une vision assez, je dirais pas simpliste, parce que ça serait méchant et je ne veux pas l'être, mais assez synthétique et monolithique de la zombification. Pour lui, un individu qui était zombifié, c'était parce qu'il y avait une molécule, donc un produit actif, qui lui était donné. Il ne tenait pas compte d'abord du pouvoir de l'esprit sur le corps. Ethnopharmacologue, c'est surtout pharmacologue qui tenait pour lui. Mais il y a, quand on est zombifié, je vais vous en donner toute la méthodologie dans quelques minutes, quand on est zombifié, il y a toute une méthodologie et surtout toute une préparation intellectuelle. Seul un individu initié peut être zombifié. Je ne sais pas combien il y a d'initiés au vaudou dans la salle. Ne levez pas la main, je ne dois pas le savoir, mais si vous n'êtes pas initié au vaudou haïtien, vous ne risquez rien. Enfin, vous ne risquez pas d'être zombifié. Vous risquez d'être empoisonné et tué, mais pas zombifié. Or, la zombification est une peine qui est pire que la mort. Pire que la mort, parce que vous êtes rendu à un état d'esclave. Vous êtes littéralement un corps sans âme. Vous êtes enterré vivant. Et ensuite, vous allez vivre dans un état de hébétude pendant 10 ans, 20 ans, 40 ans. Un record personnel, 40 ans. J'ai rencontré quelqu'un qui était resté 40 ans zombie. Et donc, Wade Davis a travaillé sur le plan pharmacologique. Il a notamment mis en évidence une molécule qui est très impliquée dans le phénomène de la zombification, qui s'appelle la tétrodotoxine. La tétrodotoxine, également appelée zombinol, c'est pas mal comme nom, est une molécule qui est extraite d'un poisson qui s'appelle le foufou ou le fougou. C'est le poisson globe, si vous voulez, le tétrodon. Un poisson qui se gonfle quand il a peur, qui est fréquent dans les eaux tropicales et équatoriales, qu'on mange également au Japon, qu'on appelle le fugu. Alors on le mange uniquement la chair. On peut laisser éventuellement 1 ou 2 écailles qui sont très toxiques pour avoir ce léger sentiment de pétillement, on appelle ça des paresthésies, sur les lèvres. À ce moment-là, on comprend que si on prend une bouchée supplémentaire, on est mort. Donc, c'est un peu le jeu de la mort, chez les Japonais en l'occurrence, et on aime, entre guillemets, à se faire peur. Donc, généralement, on ne prend pas la bouchée d'après. L'empereur et la famille impériale ont interdiction de manger du fugu. C'est pour eux statutairement interdit. En tout cas, tout est toxique dans ce poisson, les arêtes, les écailles, le foie, la vésicule biliaire, les intestins, le cerveau, bref, prenez toute l'anatomie du poisson, sauf la chair. Et donc, c'est ça qui est préparé, pas la chair, mais tout ce qui est toxique. C'est fumé ou cuit, réduit en poussière, et ensuite, ça va être utilisé pour faire un zombie. Alors maintenant, il faut que je vous explique comment on fait un zombie et qui est zombifié. Pourquoi vous risquez ou ne risquez pas d'être zombifié. En Haïti, quand quelqu'un fait le mal, et principalement quand il ne respecte pas le ventre des femmes, c'est-à-dire quand il est un violeur, c'est l'expression locale, ne pas respecter le ventre des femmes. Quand il est un violeur ou qu'il est un captateur d'héritage, c'est-à-dire qu'il a vendu une terre qui ne lui appartient pas, eh bien, cet individu peut être traîné soit devant un tribunal, tout ce qu'il y a de plus classique, tribunal de Port-au-Prince, au parquet, soit on peut le traîner devant ce qu'on appelle une société secrète. Les sociétés secrètes en Haïti, ce n'est pas les Carbonari, les francs-maçons, le Rotary Club ou le Lions Club, c'est
une sorte de spécialisation dans la religion. C'est comme lorsque vous êtes initié au vaudou, vous êtes médecin généraliste. Et si vous voulez être neurochirurgien ou médecin légiste, on ne sait jamais, ou gynéco-obstétricien, eh bien vous allez rentrer dans une société secrète. Donc c'est une spécialisation dans la religion, tout simplement. C'est un peu comme si vous étiez jésuite ou dominicain ou ce genre de choses. Et donc, il y a une société secrète en particularité qui est dédiée aux gens qui font le mal et qui est spécialisée en judiciaire. Ce sont les bisango qu'on reconnaît aux couleurs que vous portez, madame. Donc je vous suspecte d'être une bisango, le noir et le rouge. Voilà. Et le blanc, c'est la couleur des initiés au vaudou. Donc vous avez tous les critères d'une bisango. Donc je ne m'approcherai pas trop de vous jusqu'à présent. Et donc, quand on est jugé par quelqu'un, madame aussi est bisango, je crois qu'il y a 2 bisangos dans la salle. Quand on est jugé par les bisangos, 7 fois de suite, on va être présenté devant la société secrète. C'est beaucoup mieux que le tribunal. Le tribunal, c'est 3 instances. Première instance, appel et cassation. Quand vous êtes devant la société secrète, c'est 7 fois de suite qu'on vous convoque. On vous prend de force chez vous, on vous emmène à l'arrière d'un pick-up, on vous dépose en Ras Pampa, dans un champ de canne à sucre, une rizière, au pied d'une usine désaffectée ou dans une forêt sacrée. Et là, vous avez 2 choses. Un rang de 5 à 9 personnes habillées en rouge et en noir, qui sont les bisangos vivants. Et derrière, vous avez ce qu'on appelle l'armée des ombres. Ce sont des statues en noir et en rouge, vous en verrez dans l'exposition et dans le catalogue également, qui sont, eux, les bisangos, morts biologiquement, mais toujours actifs spirituellement. Et à l'intérieur de ces statues, vous verrez, il y a des squelettes, il y a des éléments de tissu qui leur appartenaient, des morceaux de leur cercueil, de leur maison éventuellement, etc. Et donc 7 fois de suite, on est traîné devant. Et à chaque fois, on va avoir la possibilité de prouver qu'on est innocent ou de rentrer dans le droit chemin, de se corriger. Et si au bout de 7 fois, eh bien, on continue à persister dans le mal, le maillet tombe, et là, on vous déclare coupable, et la peine qui vous attend, c'est une peine pire que la mort. Vous allez être zombifié. Vous ne savez pas quel jour. Ça peut être le lendemain matin, ça peut être 3 ans plus tard. Imaginez l'angoisse. C'est un peu comme un condamné à mort dans le couloir de la mort, sauf que là, c'est pire. Et un matin, on va vous mettre dans vos chaussures, dans votre culotte, dans votre soutien-gorge pour les filles, donc un endroit qui est, pardon de rentrer un tout petit peu dans les détails, qui est chaud, un peu humide et qui macère au fur et à mesure de la journée. Désolé, mais c'est biologique. Et donc qui a les conditions idéales pour une pénétration à travers la barrière cutanée. Eh bien, on va vous mettre de la poudre zombie. Vous connaissez déjà 3 éléments de la poudre zombie. On va voir si vous avez suivi. Qu'est-ce qu'on met dedans dans la poudre zombie ? De la poudre d'ossement humain, bravo. Ensuite, exactement, morceau de cercueil ou de sépulture d'un ancien zombie, bravo. Et de la tétrodotoxine, super, bravo. Bon ben, méfiance pour les autres. Exactement, on a déjà ces 3 éléments. Et puis on va rajouter d'autres éléments pour faciliter une pénétration à travers la peau. On va rajouter notamment des choses qui évoquent un tout petit peu la sorcellerie médiévale occidentale, de la bave de crapaud et du jus de vipère. Parce que ça, c'est urticariant. Du coup, on va se gratter. Si vous voyez une femme qui se gratte comme ça le matin ou plus bas, un homme, eh ben, c'est peut-être qu'ils ont été intoxiqués et qu'on est en train de les zombifier tout simplement. Et au bout de quelques heures, c'est une drogue qu'on met dans la nuit. On se lève tôt en Haïti, aux alentours de 4-5 heures du matin. Je ne dirais pas quand il fait frais, mais quand il fait moins chaud. Et ensuite, c'est une drogue qui agit en quelques heures. Donc vers 11h, midi à peu près, l'individu est pleinement au sommet de son intoxication. Il est en état de mort apparente. L'état de mort apparente, c'est comme certains d'entre vous là en ce moment, c'est qu'à cette distance, on a l'impression que vous êtes mort. Vous ne bougez plus, on a l'impression que l'individu ne respire quasiment plus, alors qu'en fait, il respire très très lentement. On dit qu'il est en bradypnée. Le rythme cardiaque est très diminué. On parle de bradycardie. L'individu est conscient. Il n'arrive pas à fermer les yeux. Il entend tout, il voit tout, il comprend tout. Il est paralysé. Sa température corporelle baisse, on parle d'hypothermie, et donc c'est vrai que si on ne fait pas un examen extrêmement précis, on a vraiment l'impression que la personne est complètement morte. Et on la met quelques heures plus tard dans un cercueil. Vous comprenez que le certificat de décès qui est signé par 2 témoins, on se débrouille pour que les témoins soient les membres de la société secrète, qui soient là comme par hasard et qui attestent qu'en effet la personne est vraiment morte. Mais à ce moment-là,
un des membres de la société secrète, pendant qu'il fait l'examen clinique du patient et qu'il vérifie qu'il est vraiment mort, entre guillemets, eh bien, il se penche vers lui et il lui dit à l'oreille « Dorénavant, c'est moi ton maître et c'est toi l'esclave ». On est vraiment dans cette métaphore extrêmement prégnante de l'esclavage. Et l'individu va être enterré le jour même, dans un cercueil où généralement il y a une vitre au niveau du visage. Et certains des zombies qui se sont échappés et que j'ai pu rencontrer m'ont raconté les pelletées de terre qui tombent sur la vitre jusqu'à l'obscurité totale. D'autres m'ont raconté les funérailles qui sont chantées. On chante les funérailles, il y a des chants liturgiques, etc., des psaumes, et ils les entendent très très bien, et ensuite, de moins en moins, et ensuite plus du tout, non pas parce que les gens sont partis, mais parce qu'on a fini de murer leur sépulture, tout simplement. Et donc, ils m'ont raconté ceci. Ils ne savent pas si on va venir les chercher de leur cercueil, s'ils vont enfin pouvoir sortir de leur cercueil. Moi, j'ai tenu 1h26 dans un cercueil. J'ai voulu savoir ce que ça faisait que d'être enterré vivant et d'être cloué, enfermé à l'intérieur d'un cercueil. Je savais qu'on allait me sortir. Moi, il n'y avait pas de souci. Puis, je n'avais pas pris de drogue, je n'étais pas intoxiqué. 1h26. Alors, je peux vous dire, on a très chaud, on a mal aux fesses, il y a un peu de lumière qui passe quand même entre le dessus du cercueil et les montants verticaux. On ne peut pas se retourner, c'est tout con, mais on ne peut pas se retourner dans un cercueil. Donc on a mal tout de suite. Puis en plus, ce sur quoi on repose, c'est 1 cm simplement de taffetas à peine rembourré. Donc on a vraiment mal aux fesses, surtout quand on n'a pas de réserve comme moi. L'autre chose aussi extrêmement importante, c'est la désorientation temporo-spatiale. J'avais eu l'impression d'avoir passé 10 heures à l'intérieur du cercueil alors que c'était juste 1h26. Et je ne savais plus si j'étais debout, assis, sur le côté ou tête en bas. On perd vraiment tous ses repères. Donc, il y a de quoi devenir littéralement fou. Et moi, je savais que je pouvais sortir, mais eux qui vont passer aux alentours de 5, 6, voire 8 heures à l'intérieur du cercueil, qui ne savent pas s'ils vont sortir vivants, ils peuvent littéralement mourir de peur et surtout avoir un véritable virage psychiatrique. Malgré tout, pendant la nuit, ils vont être sortis. Le Bokor, donc ce sorcier dont je vous ai parlé, va aller chercher l'individu, il va l'exhumer avec des aides qu'on va appeler les loups-garous. Vous voyez, on est vraiment dans cet imaginaire-là. Profanation de sépulture, ouverture du cercueil, et on va prendre l'individu et lui mettre la tête en bas pour faire réaffluer un petit peu le sang dans le cerveau. On va également le flageller avec des herbes au niveau des 4 membres, non pas pour briser la rigidité cadavérique, vous comprenez que l'individu n'est jamais mort, mais plutôt pour lui dire qu'il est dorénavant un esclave, comme si on le flagellait avec un fouet. Et puis on va lui dire, dorénavant tu ne t'appelles plus Philippe Charlier, dorénavant tu t'appelles Gustave. C'est-à-dire on lui change son prénom et il n'a plus de nom de famille, comme les esclaves du temps jadis. Et à partir de ce moment-là, on va l'emmener loin de l'endroit où il a été enterré, à l'autre bout de l'île, et il va vivre une vie de paria, en mort sociale complète, à travailler dans un champ de canne à sucre, dans une usine, dans une rizière, ou pour garder des enfants ou des malades au service d'un autre Bokor. Et pour être sûr qu'il n'ait pas envie de se rebeller, eh bien on va l'alimenter comme les esclaves du temps jadis, avec une nourriture sans sel. On va le nourrir sans sel. Quand on est insuffisant cardiaque, donc quand on a des problèmes de cœur, c'est normal d'avoir un régime sans sel. Mais quand on est normo-cardiaque, entre guillemets, donc bien portant, avoir un régime sans sel, c'est pas bon pour la santé. Il y a un œdème progressif qui va se mettre en place, qu'on appelle une hyponatrémie, un œdème cérébral, ça induit, et l'individu va être en état de hébétude. Et pour être sûr et certain, on va également leur donner des psychotropes, des barbituriques ou des benzodiazépines. Donc c'est un peu ceinture et bretelle. Et l'individu perd tout libre arbitre. Il n'a plus aucune rébellion possible. Il est juste capable de faire les mêmes gestes répétitifs du matin au soir, comme les esclaves du temps jadis. La nourriture sans sel, c'était l'apanage des esclaves sur une feuille de bananier, par terre, comme les esclaves modernes que sont les zombies. Il n'y a que les barbituriques et les benzodiazépines qui sont pour le coup un apport assez récent. Et cette vie-là, ils vont la voir pendant jusqu'à 40 ans, comme je vous l'ai dit, jusqu'à ce qu'il arrive un accident pour le Bokor qui a un accident de voiture. Et du coup, le zombie, on ne lui apporte plus à manger, il va se débrouiller avec son petit bon ange résiduel pour essayer de trouver un truc à manger. Et il va manger un truc avec du sel, et au fur et à mesure, les effets vont s'estomper. Ou comme on arrête de lui donner ses médicaments tous les jours, barbiturique, benzodiazépine, eh bien, il va récupérer un petit peu de conscience au fur et à mesure. Il y en a d'autres qui se rebellent aussi, qui vont tuer. Quelqu'un est tombé? Non, ça va? Il y a un médecin dans la salle, donc n'hésitez pas. Légiste, mais il y a un médecin.
Il y en a d'autres qui vont se rebeller. Clervus Narcisse, dans un sursaut de lucidité, avait tué son maître. Et donc, ce sont les scènes que vous voyez ici. Vous avez les chaussures qui sont intoxiquées, l'état de mort apparente sur cette BD qui est figuré, le certificat de décès qui est signé, l'individu qui est mis en terre dans le cimetière, et vous voyez de l'intérieur les yeux de ce zombie grand ouvert qui voit le beau corps, qui lui dit « Dorénavant, c'est moi ton maître ». En haut à droite, l'exhumation pendant la nuit, puis en bas à droite, eh bien, l'individu qui est sorti, guidé et qui va à l'extérieur, qui va être emmené vers sa nouvelle deuxième vie, mais c'est une vie de paria, j'insiste, une vie vraiment, une survie plutôt qu'autre chose. Et donc ça va durer comme ça pendant longtemps. Vous le voyez en bas à gauche, en train d'être nourri par terre sur une feuille de bananier, et puis à droite, un tremblement de terre, et l'individu qui est obligé de errer ensuite, et qui peut être récupéré par la Croix-Rouge ou les sœurs. Alors, voici une figuration des différentes âmes qui existent à l'intérieur du corps, et certains, pour éviter d'être zombifiés, vont chez un Hungan, donc un prêtre vaudou, qui ne fait que le bien, et il va aller voir le Hungan, ou la Mambo, qui est son équivalent féminin, et il va aller lui dire, voilà, moi j'ai vraiment pas envie d'être zombifié, donc je voudrais que tu conserves un peu de mon âme intellectuel, le gros bon ange, et un peu de mon âme animale, le petit bon ange, dans une bouteille, et que tu les aies en garde chez toi. Donc l'individu va être privé d'une partie de son âme, mais c'est un peu comme le foie, quand on fait une greffe de foie, ça cicatrise au fur et à mesure et on récupère. C'est un peu comme une prise de sang, enfin pas une prise de sang, un don du sang. Au fur et à mesure, on récupère un tout petit peu. Donc on est un peu diminué intellectuellement quand on fait ce don d'une partie de son âme au Hungan. On est un peu ralenti, on va dire, pendant quelques semaines. Mais au moins, on a une partie de son âme qui est protégée dans un temple vaudou. Et si jamais il arrive qu'un jour l'individu est zombifié, en tout cas quand la mort est constatée, le Hungan va venir avec la bouteille et il va ouvrir la bouteille devant les narines du mort. Si l'individu est mort et véritablement mort, rien ne se passera. Si l'individu est zombifié, ce sursaut d'âme va le sortir de son état de zombification et va lui rendre toute sa vitalité. Donc c'est pour ça que beaucoup d'initiés se font désombifier par anticipation en donnant une partie de leur âme qui est stockée dans des paquets, ça peut être des paquets Govi par exemple, ça peut être d'autres types de bouteilles qui sont dans les péristyles. Il y a une chose assez magique d'ailleurs dans ces paquets, j'en ai vu quelques-uns dans ce qu'on appelle la chambre des secrets, c'est-à-dire l'endroit le plus sacré du péristyle, le péristyle étant le temple vaudou. Ces bouteilles, elles sont par terre, c'est des bouteilles qui ne sont pas plus grosses que celle-ci, que cette bouteille d'eau. Elles sont posées sur le sol. Il est physiquement impossible de la soulever. Impossible de la soulever. Elle est toute petite, elle est posée. Moi, j'ai essayé de les soulever, j'ai essayé de les attraper, c'était absolument impossible. Le Hungan qui était à côté de moi, qui était Hérole Josué, il l'a prise avec 2 doigts, il l'a soulevée comme ça. Voilà, ça fait partie des choses que mon esprit cartésien n'arrive pas encore à comprendre, mais je ne désespère pas un jour d'essayer de trouver une explication scientifique. Voici une zombie que j'ai pu examiner. Il s'agit de Adeline D. Adeline avait été zombifiée par vraisemblablement des membres de sa famille. Elle a malheureusement disparu depuis et je l'ai rencontrée au centre psychiatrique de Port-au-Prince. Elle avait été zombifiée pendant probablement 1 année et demie, peut-être 2 années, et elle disait qu'elle avait soupé avec Baron Samedi, le dieu des morts, et avec Grande Brigitte, l'épouse du dieu des morts, donc la déesse des morts. Et depuis, elle dessinait sur tous les murs de l'hôpital psychiatrique, y compris dans sa cellule, ici, eh bien, des signes kabbalistiques représentant un peu ces 2 divinités. Elle avait eu des souffrances assez importantes liées à ce bas débit circulatoire, donc le fait que le cœur soit très ralenti à cause de la tétrodotoxine. Elle faisait des crises d'épilepsie quasiment toutes les 5 minutes. Donc elle était vraiment dans une sorte d'état de mal épileptique et très très souvent elle faisait des crises. Et puis malheureusement un jour elle a disparu. Alors c'est le moment de vous dire que tous les zombies ne sont pas des zombies qui ont fait du mal. Il y a en fait 4 grands types de zombies. Le premier grand type de zombie dont je vous ai parlé, c'est le zombie classique, qu'on appelle là-bas le zombie cardinal ou le zombie cathédral. C'est le zombie éclatant, la forme la plus habituelle. Il y a 3 autres types de zombies, donc 4 au total. Le deuxième type de zombie, ce qu'on appelle le zombie criminel. C'était le cas de Adeline.
Le zombie criminel, c'est votre belle-mère qui va vous zombifier parce qu'elle considère que vous êtes un mauvais gendre. Méfiez-vous des belles-mères. C'est votre mari qui va vous zombifier parce qu'il veut partir avec sa maîtresse et que vous refusez le divorce. Méfiez-vous des maris. Okay. Je n'ai pas d'exemple pour les épouses. Voilà. J'ai pas d'exemple. Mais les deux exemples que je viens de vous donner sont des exemples authentiques que j'ai pu rencontrer. D'accord ? Donc là, qu'est-ce qui se passe ? L'individu va être empoisonné, va être enterré vivant. C'est les mêmes molécules, le même processus qui va être fait sur le plan pharmacologique. Mais il n'y a pas eu de jugement préalable. Si crime il y a, le crime n'est pas celui du zombie, mais c'est celui de celui qui fait zombifier. D'accord ? Donc c'est généralement un membre d'une société secrète qui va être corrompu par quelqu'un qui va le payer très cher en lui disant « Cette personne-là me fait du mal, je veux que tu la zombifies. » Et c'est ce qui va se passer. Il y a un troisième type de zombie qu'on appelle le zombie psychiatrique. Le zombie psychiatrique, c'est quelqu'un qui n'a jamais été empoisonné, qui n'a jamais été enterré vivant, qui n'a jamais été jugé non plus. C'est quelqu'un qui a un trouble psychiatrique qu'en Occident on appelle le syndrome de Cotard. C-O-T-A-R-D. C'est un syndrome absolument génial à étudier, mais assez dramatique pour ceux qui en sont atteints. Ce sont des patients qui considèrent que leur main ou un de leurs membres ou la totalité de leur corps est mort. Alors en Occident, on parle de syndrome de Cotard. Si on fait un peu d'ethnopsychiatrie et la Toby Nathan, eh bien, dans cet autre contexte chrono-culturel qu'est Haïti, la métaphore exprimée du syndrome de Cotard, c'est le zombie. Ces individus disent qu'ils sont zombies parce qu'ils sont persuadés d'être morts. Mais c'est purement et simplement un trouble psychiatrique. Quatrième et dernier type de zombie, c'est ce qu'on appelle le zombie social. Je ne sais pas si vous connaissez le film Le Retour de Martin Guerre. Dans Le Retour de Martin Guerre, un homme revient de la guerre, il dit être un homme et en fait c'est une usurpation d'identité. Et c'est exactement ce qui se passe. Dans ce contexte extrêmement instable que représente Haïti, eh bien, un individu peut avoir perdu toute sa famille et se retrouver isolé. Une famille peut avoir perdu le grand garçon ou le maître de maison, entre guillemets. Et du coup, eh bien, il va y avoir une fausse reconnaissance entre les deux. L'homme isolé va faire semblant de reconnaître sa famille, la famille va faire semblant de reconnaître cet homme isolé, et comme physiquement, ça colle pas trop, parce qu'il a 30 cm de moins, parce qu'il n'a pas la même couleur des yeux, parce qu'il a des tatouages ou des cicatrices qu'on ne lui connaissait pas, et un accent différent, eh ben, on va dire c'est normal, il a été zombifié. Donc ça l'a changé, il a été modifié, à la fois physiquement, mais aussi intellectuellement, etc., etc. Et donc la métaphore à nouveau qu'on va utiliser va être celle de la zombification pour faire passer la pilule. Donc c'est une usurpation d'identité par entente tacite et métaphore du zombie pour faciliter ceci. Donc 4 grands types de zombies. Cet ensemble de différents types représente 50 à 55 000 individus au total en Haïti. 50 à 55 000 sur une population d'environ 10-13 millions à peu près. Donc c'est marginal, mais ça n'est pas négligeable non plus. J'insiste sur une chose importante. Les zombies du premier type, qui sont les plus importants sur le plan statutaire, ont une réelle importance sociale. Ce sont ceux qui font peur. Ce sont ceux qu'on utilise chez les plus jeunes, qui sont turbulents, les adolescents principalement, voire certains membres de gangs, et dont vous connaissez l'actualité malheureusement en ce moment en Haïti, pour leur dire, si jamais tu commets ce type de méfait, si jamais tu fais un crime de sang, si jamais tu ne respectes pas le ventre des femmes, si jamais tu vends des terres qui ne t'appartiennent pas, il va t'en cuire, il va t'arriver une peine pire que la mort, qui est la zombification. Donc c'est quelque chose qui a une forte valeur préventive. Et ça assoit également à la fois la légitimité, mais l'importance, le sérieux et la dangerosité potentielle des sociétés secrètes, à commencer par la société secrète Bizango. Alors quelques images de Adeline, vous la voyez ici. Vous voyez toujours en train d'effectuer ses dessins dans l'enceinte du cimetière. Et puis, d'où viennent toutes ces traditions ? On va faire le chemin inverse. D'où vient d'abord le mot zombie ? Le mot zombie est un mot qui existe aux confins de la République démocratique du Congo
et de la Côte d'Ivoire. On est donc en Afrique subsaharienne et région transition Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Il existe là-bas un mot qui est le mot Nzambi ou Nzombi, qui a plusieurs sens. Un des sens est fantôme d'un enfant mort, c'est-à-dire un esprit sans corps. L'autre sens est fantôme tout court. Un dernier sens est Dieu, divinité, être surnaturel. Donc on est en tout cas dans quelque chose qui est extra-humain. Mais si c'est quelque chose d'extra-humain, c'est quelque chose qui, sur le plan conceptuel, est une âme sans corps. Et vous voyez qu'en traversant l'Atlantique, sur les épaules des esclaves, cette âme sans corps s'est transformée en son opposé, donc un glissement sémantique mais aussi conceptuel, qui est un corps sans âme. Et ensuite, avec les films de zombies que vous connaissez, qui viennent de Romero par exemple, ou d'autres aux États-Unis, là on est dans un autre sens du zombie, le troisième sens, qui est le fantasme d'une mort contagieuse et immédiate. C'est ça les zombies de pacotille et le zombie de la pop culture. C'est vraiment un autre type de zombie qui n'a rien à voir, pour le coup, avec le zombie haïtien. Alors, quelles sont les racines de ces zombies et également de pratiques magiques qu'on retrouve autour de la zombification ? Il y a certaines sculptures qui existent en République démocratique du Congo qu'on appelle des Nkisi. Ce sont des figures de protection, des figures magiques qui utilisent une charge magique généralement au niveau du ventre ou au niveau de la bouche, parfois au niveau de colliers. Et il y a des clous qui sont plantés dedans pour activer le sort, littéralement pour enfoncer le clou. Vous avez également des miroirs qui sont présents au niveau des yeux ou au niveau du ventre. Le but étant de, par un effet miroir, repousser des mauvais sorts éventuels qui seraient jetés sur cette poupée ou sur cette statue. Imaginons qu'un sorcier veuille capter la charge magique de cette statue, eh bien, par un effet miroir, le sort qu'il va envoyer va se retourner contre lui. Ces pratiques, ces objets, leurs concepts ont été véhiculés à travers les bateaux négriers par l'intermédiaire des esclaves. Le mot zombie lui-même est apparu pour la première fois écrit en 1697 dans ce roman écrit par Blesse-Bois, publié à Rouen, et qui s'appelle Le zombie du Grand Pérou ou La comtesse de Cocagne. Un roman un peu croquignolesque, je pèse mes mots, c'est très olé olé, et un peu fantastique. Donc ce n'est pas à mettre dans toutes les mains. Dans les années 30, vous avez, par l'intermédiaire des premiers ethnologues et anthropologues, des films qui apparaissent à Hollywood, qui sont encore bien proches de la réalité, notamment White Zombie, que je vous conseille, avec Bela Lugosi, c'est l'affiche de gauche, et également en bas à droite, I Walk with a Zombie, de Jacques Tourneur, réalisateur français, qui travaillait à Hollywood, et qui sont tous les deux, honnêtement, des chefs-d'œuvre. C'est vraiment des chefs-d'œuvre. Vous pouvez les trouver chez vos marchands préférés ou dans les bibliothèques de votre choix ou éventuellement sur Dailymotion. Pendant les 7 convocations successives où on va essayer d'expliquer à l'individu qu'il faut absolument qu'il rentre dans le droit chemin, eh bien on va lui faire des sortilèges. Et parmi ces sortilèges, il y a ce qu'on appelle les poupées vaudou. Vous allez en croiser plein dans les cimetières, cloués à ce qu'on appelle l'arbre de l'oubli, une sorte d'arbre de sortilège dont on dit que la sève de l'arbre, c'est le sang des morts. Il se nourrit des défunts et c'est une sorte d'axe vertical qui unit les divinités ou les esprits dans l'air, les vivants à notre étage et les morts en dessous. Une sorte d'ascenseur spirituel, vous voyez ? Highway to Hell. Et là, vous avez plein de sortilèges. Alors, il y en a qui sont assez expéditifs. Une corde de pendu, c'est assez clair comme message. Et là, vous voyez, on la tient à la main, mais on se lave les mains après quand même. Vous avez aussi des poupées vaudou. Ça, c'est une poupée vaudou qui a été clouée, pas n'importe où, clouée au niveau du cœur. Et vous voyez qu'il y a des poils et des cheveux dessus. Parce que pour qu'une poupée marche, il faut qu'on ait une partie physique de l'individu. On va récupérer des ongles, on va récupérer des poils, des cheveux. En Haïti, quand on se coupe les ongles ou quand on va chez le coiffeur, on repart avec. On les brûle ou on les enterre quelque part, mais on ne les laisse pas n'importe où. Parce que sinon, on peut faire une poupée vaudou avec, tout simplement. Vous en avez d'autres ici, blanches, noires, ligaturées, la tête en bas. Ça, c'est pas très bon quand c'est la tête en bas. C'est vraiment pour vous précipiter dans l'autre monde. Il y a une vraie symbolique autour de ces poupées vaudou. Là, il y en a 2 qui ont été ficelées l'une à l'autre. Ça, c'est un sortilège amoureux.
On veut que la personne tombe amoureuse de l'autre, et elles sont liées l'une à l'autre physiquement. Et tant que ce sort n'est pas défait sur l'arbre, eh bien les deux personnes sont de façon magique, et donc sans consentement, vous le comprenez, liées l'une à l'autre. Voici ce qu'on appelle un reste assis, ou un reste tranquille. C'est un individu qui est assis sur une chaise. C'est sa poupée vaudou, donc il y a une partie physique de l'individu, et l'idée c'est arrête de nous embêter, arrête de nous suivre, arrête de faire un procès contre moi, arrête d'essayer de gagner contre un match de foot, ou arrête, mais ça c'est du véridique ce que je vous dis, ou arrête de faire le mal et rentre dans le droit chemin, sinon tu vas être zombifié. Alors on a réalisé, à partir d'un échantillon de 48 kilos de poupées vaudou que j'avais ramené du cimetière central de Port-au-Prince, on a réalisé des examens radiographiques. Et on s'est rendu compte de tout ce qu'il y avait à l'intérieur de ces poupées. Parce qu'on voit les poils, ça c'est bien, ok, pas de problème, mais il n'y a pas que ça. Il y a une partie externe et une partie interne. Et on s'est rendu compte, vous voyez, dans ces poupées, qu'il y avait par exemple une agrafe. Que signifie cette agrafe ? Elle signifie qu'il y a un papier à l'intérieur avec l'écriture de l'individu. Donc tout à l'heure, quand je signerai le catalogue pour certains d'entre vous, vous verrez que je n'utilise pas ma signature. Je ne signe pas avec ma signature, je signe avec mon prénom par exemple, mais pas ma signature. Et vous pouvez quand même faire de la magie avec cette écriture, parce qu'il y a quand même une petite partie de moi dans ces autographes ou ces signatures. Et donc, on fait attention, en Haïti, on ne donne pas sa carte de visite à n'importe qui. On n'écrit pas n'importe où ou à n'importe qui, parce que c'est un peu de soi qu'on abandonne. Quand on dit, dans pas mal de pays dans le monde, que quand on prend en photo quelqu'un, il y a un danger parce qu'on risque de capter l'âme d'un individu, et bien à l'intérieur de beaucoup des poupées vaudou, on a une photographie de l'individu. Une photo d'identité, une photographie récupérée sur Internet, sur un profil Instagram, Twitter, TikTok, que sais-je encore, ou Facebook. Donc, c'est utilisé et c'est pris pour capter une partie de l'individu. Vous avez également une fermeture éclair ici. Et ce n'est pas n'importe quelle fermeture éclair, c'est une fermeture éclair de braguette. Donc là, il y a un double sens. C'est un vêtement de l'individu qui a été récupéré, mais en plus une partie intime. Là, on va vraiment toucher à la sexualité de l'individu, en tout cas à ses organes génitaux. Là, vous avez un autre sortilège amoureux qui est présenté. Toutes ces poupées, vous les verrez dans l'exposition du musée du Quai Branly et dans le catalogue, représenté pleine page, avec également ses radiographies. Et donc là, vous avez un sortilège amoureux. L'individu qui est de couleur noire sur la poupée, c'est celui qui lance le sort. L'individu qui est de couleur blanche, c'est celui qui est la cible. Le blanc, dans ce contexte-là, sur le plan symbolique, un peu à la Michel Pastoureau, c'est l'individu qui va être malade d'amour ou mort d'amour. Le blanc est vraiment la couleur de la maladie et de la mort dans ce contexte chronoculturel, comme en Afrique subsaharienne d'ailleurs. Et donc, vous voyez que les deux sont ligaturés l'un à l'autre, d'abord par une ficelle, mais également étaient initialement cloués avec des petites épingles l'un à l'autre. Comme s'ils étaient dans des ébats amoureux qu'on ne pouvait pas défaire, parce que physiquement cloués l'un à l'autre. Et il y a même un repli qu'on voit en bas sous les pieds, c'est le drap du lit, si je peux dire, sous lequel étaient emballées ces deux poupées, mais qu'on a défait du coup pour que vous les voyiez un petit peu mieux. Bon, ça a été défait, c'est tombé de l'arbre, donc ça n'agit plus. Maintenant, le sortilège est rompu. Encore deux autres poupées. Et vous voyez que dans la poupée de gauche, il y a un gros bouton. Donc si vous perdez votre bouton, ce n'est pas forcément que vous avez perdu votre bouton. C'est peut-être que quelqu'un vous l'a arraché pour faire une poupée vaudou avec. Alors comment est-ce qu'on convoque le dieu des morts ? Comment ça se passe des cérémonies ? Comment est-ce qu'on prépare ce type d'objet ? Ça se fait dans les péristyles, où on va dessiner des signes sur le sol. Ici, le signe de Baron Samedi. On va activer ces signes sur le sol avec de l'alcool, notamment du clairin, qui est un alcool, honnêtement, que moi, j'arrive pas à boire. C'est 70 degrés, pour désinfecter une plaie, c'est parfait. Maintenant, à boire, c'est quand même compliqué, surtout quand il y a du piment dedans. C'est vraiment... Voilà, ça fait la richesse des gastro-entérologues, honnêtement. Et donc, vous avez ici des bouteilles de clairin remplies de piment. Et donc, le but, c'est de réchauffer, d'activer, d'exciter simplement, non pas les humains, qui ne vont pas en boire beaucoup, mais surtout les dieux, car on va répandre ces bouteilles sur le sol pour réchauffer, activer et irriter, en tout cas sur le plan positif, les divinités. Il y a des bougies également, des petits trépieds, des choses comme ça. Donc ça, c'est un VV qui est actif. C'est littéralement une plateforme, un peu comme les lignes de Nazca. C'est une plateforme d'atterrissage pour les divinités. La divinité reconnaît qu'elle doit venir et elle atterrit à cet endroit-là.
Et je vous montre pour finir cette présentation certaines de ces poupées, certaines de ces statues de la société secrète Bisango. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait à la fois les vivants, mais également les morts qui venaient juger les individus. C'est un peu comme en Corse. Hein, voilà. Et là, vous avez dans ces poupées Bisango plein de restes humains qui truffent l'intérieur de ces poupées. Vous voyez, elles sont assez effrayantes, et le but étant justement d'impressionner l'individu, avec parfois un crâne, 2 crânes, 3 crânes. Là, vous devinez par la forme de ces têtes qu'il y a des crânes à l'intérieur. Parfois, il y a des faux cheveux, parfois des vrais cheveux aussi. Vous voyez, là, il y en a un avec des cornes de diable qui tient la tête d'un autre homme. Là, vous avez 2 crânes l'un à côté de l'autre. Sur le plan conceptuel, ce sont des reliquaires, comme des reliquaires chrétiens. Vous avez non pas les chairs, mais ce qu'il reste du corps à l'intérieur. Un crâne, parfois des ossements, parfois de la terre qui vient de la sépulture, parfois un grattage de sa sépulture aussi. Vous voyez là, un masque qui crache un serpent. 3 têtes encore des bébés. Le trône de l'empereur Bisango. Donc ça, c'est le chef absolu des Bisango qui, lorsqu'il vient, occupe cette chair. Mais lorsqu'il n'est pas là, eh bien, c'est son âme qui va travailler. Vous voyez, au niveau des accoudoirs, il y a 2 bouteilles, une à gauche, une à droite. Eh bien, il y a le petit bon-ange et le gros bon-ange de l'empereur Bisango qui est là, en son absence, et qui va juger de façon suprême. Ce trône est présenté dans l'exposition du musée du Quai Branly. Voici un des exemplaires du musée du Quai Branly, d'ailleurs, des fétiches Bisango. Eh bien, quand on en a réalisé l'examen scanographique, on s'est rendu compte qu'à l'intérieur, il y avait un crâne vraisemblablement masculin, mais c'est vraisemblable simplement parce que le diagnostic du sexe se fait surtout à partir du bassin. Sur le crâne, c'est un peu dangereux. Et vous voyez également qu'il y a une croix à l'intérieur, une croix en bois qui est l'ancienne croix qui surmontait sa sépulture. Et vous voyez que cet individu tient dans la main droite une paire de ciseaux et dans la main gauche une canne. La canne est un symbole de prestige et la paire de ciseaux est une façon de montrer qu'il peut tuer à distance, comme les parcs dans l'Antiquité grecque. Autre zombie, celui qui habituellement est dans mon bureau et qui est prêté pour l'instant dans l'exposition du musée du Quai Branly. Vous voyez que lui, il est assis en position semi-couchée. Il a 2 bouteilles au niveau des pieds, avec à nouveau l'âme de l'individu. Il a plein de miroirs dessus, comme les miroirs que vous avez vus tout à l'heure. Et de la même façon que les sorts étaient activés avec des clous, avec ces fétiches de République démocratique du Congo, on active les sortilèges en plantant des aiguilles dans les poupées vaudou ou en clouant la poupée à l'arbre. On est vraiment dans la même lignée. Et là, les miroirs que vous voyez sont comme les miroirs de ces fétiches de République démocratique du Congo. Ils sont faits pour repousser les mauvais sorts éventuels jetés. Et donc, il était tellement gros qu'on n'a pas réussi à le passer dans un scanner conventionnel pour vous, les humains. Du coup, on l'a passé à la Maison Alfort dans un scanner pour gros mammifères, qui a un diamètre un petit peu plus gros que 80 cm. C'était du 100 cm en l'occurrence. À peine plus gros, mais au moins ça nous a permis de faire le scan et la radiographie. Et on s'est rendu compte qu'il y avait à nouveau un crâne humain à l'intérieur, qu'il était assis sur un tambour. On ne savait pas ce sur quoi il était assis, donc c'est un tambour. Et qu'il avait au niveau du ventre, pareil, des fermetures éclairs. Donc il y a les vêtements du défunt qui ont été gardés, qui ont été mis à l'intérieur, et il est farci, comme une dinde à Noël. Sauf que là, c'est un objet sacré, respectable, mais il y a des choses à l'intérieur. Et ces choses-là lui donnent et lui transmettent toute sa vitalité. Ce ne sont pas simplement des objets de musée, des objets anthropologiques, mais ce sont des objets sacrés. Et ce sont eux qui, avec leur expérience, ces morts biologiques ne sont pas totalement morts. La mort n'est pas une fin. Voilà, j'ai essayé de dresser pour vous un panorama à la fois de la religion vaudou, des pratiques de sorcellerie en marge du vaudou qui se rattachent à la zombification. Et je vous incite à 3. La première, me poser plein de questions, si vous le souhaitez. On a largement le temps de le faire. La deuxième chose, allez voir évidemment cette exposition au musée du Quai Branly qui dure jusqu'au 16 février. Et la troisième, feuilleter, sinon acheter, le catalogue qui vous est présenté par la Librairie des Immortels aujourd'hui. C'était vraiment un très très beau catalogue et je vous incite au moins à le feuilleter et à le parcourir. Je vous remercie beaucoup.
Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour cet exposé passionnant. Alors, j'ai 2 questions. A-t-on une idée de l'ancienneté de ces pratiques, d'une part? Et d'autre part, a-t-on également une idée sur l'origine des produits qui étaient utilisés naguère avant la chimie synthétique? Merci pour cette question. L'ancienneté des pratiques, on peut dire au moins que le mot et peut-être le concept existent au moins depuis 1697. On a un terminus post-quem, mais on ne sait pas si au moins avant de telles pratiques existaient. Ce qui est certain, c'est que ça n'a a priori jamais été utilisé sur des occidentaux. C'est toujours une pratique qui est utilisée uniquement sur les initiés, mais ça n'est normalement pas pratiqué sur les non-initiés. Les zombies n'existent qu'en Haïti, probablement parce que c'est le seul endroit où, pour des raisons démographiques, historiques et archéologiques, les derniers descendants taïnos, arawaks et caraïbes ont pu transmettre peut-être les secrets des poisons des plantes, ce qu'on appelle une tradition indigéniste en termes anthropologiques. Parce que des taïnos, des arawaks et surtout du poisson, le foufou et puis le reste, il y en avait à Cuba, il y en avait en République dominicaine, il y en avait dans les Antilles françaises, il y en avait vraiment partout. Et donc, mais pour des raisons démographiques, des raisons également géographiques, d'isolement de ces dernières communautés précolombiennes dans les montagnes, loin en tout cas de la civilisation occidentale nouvellement implantée, c'est peut-être pour cette raison que les zombies ne sont présents qu'en Haïti sur le plan anthropologique. Sur les molécules, ce sont les mêmes qui sont vraisemblablement utilisées depuis le début. Le poisson, foufou, la poudre d'ossement, les restes d'anciens zombies, la bave de crapaud et le jus de vipère. Et ensuite, la privation de sel. Mais les drogues nouvellement arrivées, c'est probablement depuis les années 80, simplement, qu'elles sont en usage pour les zombies. Et vraisemblablement, évidemment, avant, d'abord, soit elles n'existaient pas, soit elles n'étaient pas utilisées. Merci beaucoup pour la présentation vraiment passionnante. J'ai vu l'expo, elle est aussi passionnante et j'ai aussi acheté le catalogue. Donc maintenant, je me pose des questions. C'est parfait, merci. La troisième chose. M'intéresse la question de la zombification comme manière de rendre justice. Est-ce que vous avez des choses écrites là-dessus qu'on pourrait consulter ? Alors, il y a un chapitre dessus, heureusement, dans le catalogue, donc c'est parfait, ça me permet d'en faire une promotion légitime. La zombification, à l'origine, est une justice. À l'origine, avant d'être pervertie par ce qu'on appelle la zombification criminelle, avant d'être un terme utilisé de façon impropre en psychiatrie et de façon, on va dire, en sociologie, pour les 3e et 4e types de zombies, avant tout ceci, la zombification est une véritable justice. C'est un procédé de justice pour ceux qui font le mal. Au lieu de les tuer, au lieu de les enfermer, eh bien, c'est une peine parmi tant d'autres. Donc, à l'origine, la zombification, c'est judiciaire. Judiciaire coutumier, judiciaire traditionnel, si vous préférez, mais judiciaire. Maintenant, actuellement, dans le code pénal haïtien, toute pratique de zombification, qu'elle soit zombification classique ou zombification criminelle, le fait de mettre un individu en état de mort apparente, c'est la même peine de prison pour celui qui commet ça, ce crime, que de tuer véritablement un individu. Et ça, c'est inscrit noir sur blanc dans le code pénal. Mettre par des produits chimiques un individu en état de mort apparente, c'est pas marqué zombification, mais le terme est chimiquement mettre un individu en état de mort apparente. Donc voilà les aspects anciens et modernes sur le plan judiciaire. Quand vous prenez des photos des poupées dans le cimetière, dans un des cimetières, est-ce que ça pose un souci ? Est-ce que quelqu'un vous a fait des réflexions ? Qu'est-ce que ça donne quand vous embarquez, enfin vous avez embarqué, vous les équipes, toutes ces poupées qui sont maintenant exposées ? Est-ce que ça ruine, j'imagine, la totalité des processus religieux ?
Alors, les poupées, on peut tout à fait les prendre en photo. Tout le monde prend en photo avec son téléphone portable. Je ne parle pas des touristes, il n'y en a pas beaucoup. Mais au sein de la population locale, beaucoup des initiés ou autres qui passent devant ces poupées les prennent en photo avec leur téléphone portable. Donc, ce n'est pas une pratique qui est atypique. Les poupées que j'ai collectées, moi, je ne les ai surtout pas arrachées de l'arbre. D'abord, ça n'aurait pas été déontologique en termes d'intégrité scientifique. Et puis, ça ne se fait pas sur le plan religieux ou magico-religieux. Non, j'étais un peu plus jésuite, si je peux dire. J'ai attendu un moment bien particulier de l'année, qu'on appelle les Guédés. Le moment des Guédés, c'est la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre. C'est l'équivalent pour nous du lendemain de la Toussaint. C'est Halloween pour les Celtes. Et c'est un moment où on va nettoyer le cimetière. Et donc, c'est le moment où toutes les poupées qui sont tombées de l'arbre, parce que le clou était rouillé, parce que la corde était pourrie, parce qu'on a secoué l'arbre aussi pour faire tomber les dernières, pas moi, d'autres, auparavant, dans cette campagne de nettoyage, pour faire de la place pour mettre d'autres poupées, vous comprenez bien, tout est assez utilitariste, eh bien, toutes ces poupées, normalement, elles sont collectées et elles sont brûlées dans un coin du cimetière. Et donc moi, j'ai officiellement demandé au gardien du cimetière si je pouvais leur épargner cette tâche, récupérer les poupées et les ramener en leur disant ça ne va pas être détruit, moi je vais les collecter, je vais les analyser, ça m'intéresse comme anthropologue. En fait, à partir du moment où une poupée tombe de l'arbre, elle est inerte, elle n'a plus de valeur ni spirituelle, ni magique, ni autre. Ça devient littéralement un bien qui va aller à la poubelle. Donc elle est sur le chemin de la destruction. Donc ça ne posait ni sur le plan déontologique, ni sur le plan magico-religieux le moindre problème. Et donc, c'est le moment idéal pour collecter ce genre d'artefacts. Il faut bien choisir ses jours. On a une fenêtre de 2 jours à peine pour ce faire. Voilà. Mais c'est vrai que quand l'avion de Air Caraïbes décolle à Port-au-Prince, avec les 48 kilos de poupées dans les soutes, voilà, on se dit, j'espère qu'elles sont bien désacralisées quand même. Voilà, quand même. J'aimerais savoir si vous avez une formation scientifique, si vous pouviez, entre guillemets, nous donner votre avis, si pour vous, tout ça, ça a une explication rationnelle ou c'est spirituel ou ça a une explication psychologique qui pourrait expliquer, par exemple, que si on n'est pas adepte de la religion vaudou, on ne peut pas se faire zombifier. Et du coup, j'ai une deuxième question auquel vous avez plus ou moins répondu juste avant. Si vous avez, entre guillemets, pas peur de ramener tous ces objets, que ça puisse avoir des conséquences Alors, je vais d'abord répondre à la deuxième question. Ces objets, je ne les ramène pas forcément chez moi, si vous voulez tout savoir. Ils sont à mon laboratoire, ils sont stockés, ils sont analysés. Oui, il arrive que certains d'entre eux passent à la maison, mais c'est on va dire un moment de transit, tout simplement. Non, honnêtement, ce sont des objets qui ont été déconsacrés, d'une part parce qu'ils sont tombés du lieu d'origine où ils ont été consacrés, et donc d'après le protocole et les rituels et les cérémonies, ils deviennent inertes. La deuxième chose qui déconsacre beaucoup d'objets, c'est l'éloignement. Ça, beaucoup d'initiés vous le diront, quand un objet est éloigné de sa source première, il perd quasiment toute son énergie ou autre chose. Et là, je vous parle d'anthropologie des religions. Ça, c'est la deuxième question. Pour la première, je ne me souvenais plus de la première. Ah oui. Alors, quand je vous dis que... moi, je reste vraiment cartésien du début à la fin. Et tout ce que je vous ai présenté, vous l'avez vu, est cartésien. À partir du moment où on vous dit, il y a différents types, voici le protocole qui est utilisé. Certains sont sans usage de poison, d'autres sont avec poison. Et quand je vous dis que seuls les initiés peuvent être zombifiés, ça veut dire que c'est vers eux spécifiquement qu'on envoie les poisons et qu'on fait usage du protocole. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que pendant ces 7 étapes successives où on dépose devant le tribunal Bizango, où on est jugé, il va y avoir une suggestion extrêmement importante. Et donc il ne faut vraiment pas oublier le pouvoir de l'esprit sur le corps. Pendant ces 7 étapes, on va vous emmener au cimetière en vous disant « T'as vu, là, sur l'arbre, on t'a mis une poupée. C'est tes cheveux, c'est le bouton que tu as perdu, c'est le papier que tu m'as signé. » Et quand on n'a pas tout ça, on va gratter le sol sur lequel vous avez marché. On va récupérer le goulot de la bouteille à laquelle vous avez bu. Je pars avec tout à l'heure, je ne la laisse pas ici. Donc voilà, Et donc quand on dit que ça ne se fait que sur les initiés, c'est parce que quand on est initié, on est plus sensible
à certaines choses, donc plus accessible également à certains maléfices. Quelqu'un qui est, par exemple, un adventiste, un baptiste ou un pentecôtiste, donc une église néo-protestante américaine installée en Haïti, beaucoup quittent le vaudou et se convertissent à ces églises néo-protestantes parce qu'ils ont peur d'être zombifiés, parce qu'ils ont peur de la sorcellerie en général. D'accord ? Et donc ça recrute énormément en faisant peur à ces patients, j'allais dire, à ces individus, en disant si vous craignez le vaudou, en fait c'est pas le vaudou, si vous craignez la sorcellerie, mais ils utilisent le mot vaudou, convertissez-vous, vous serez protégés par Dieu, ses saints et la Bible. C'est littéralement ce qui est proposé. Donc quand je dis que seuls les initiés peuvent être zombifiés, c'est d'une part parce qu'il y a un sentiment préalable, une préparation psychologique successive, et puis un terrain qui est favorable. Vous verrez dans l'exposition, si vous y allez, une photographie que j'ai tenté de faire d'un zombie, et le zombie n'est pas sur cette photographie. Donc non, alors être cartésien, c'est aussi accepter les limites de son cerveau. Je peux vous dire que le mien est limité, il y a des choses que je ne comprends pas. Je comprendrai peut-être plus tard, ou d'autres comprendront. Mais certains visiteurs de l'exposition m'ont dit « Mais si, moi je vois le zombie sur la photo. Je le vois très bien, il fait 10 cm de haut. Ben, moi je ne le vois pas. » Voilà. Donc ensuite, c'est en fonction de la sensibilité des gens. On est sur un sujet honnêtement qui est complexe, où il y a une part de suggestion qui est extrêmement importante. Mais même dans le zombie criminel, celui qui n'a pas les 7 étapes successives, on va quand même, avant de la zombifier, la préparer. Dans les jours qui précèdent, on va, je dis là parce que c'est quand même assez souvent des femmes, on va lui dire, voilà, regarde, on l'emmène au cimetière, on la prépare, on lui dépose 3 pattes de poulet sur le seuil de la porte. Ça calme, généralement. Voilà. En tout cas, ça prépare. J'avais une question par rapport aux zombies qui se retrouvent asservis. Comment ça se passe pour eux quand ils arrivent à sortir de l'influence du beau corps par rapport à la réinsertion dans la société civile? Est-ce qu'ils gardent leur ancien nom? Est-ce que le certificat de décès est toujours valable? Comment ça se passe? Une super question aussi, merci. Il y a un vrai problème. Ils ont un certificat de décès. Donc on ne peut pas faire un certificat de réanimation, entre guillemets, ou de ressuscitation, si je peux dire. Il n'y en a qu'un pour qui ça a marché jusqu'à présent. Et voilà. Donc la solution juridique actuelle, c'est celle d'une adoption sur un nom qui serait choisi par l'individu et qui serait a priori son premier nom, son nom d'origine, son nom de défunt, entre guillemets, et ça serait une adoption soit par la famille d'origine, quand ce n'est pas un zombie criminel qui a été zombifié par sa famille, ou par une autre famille, voire une institution religieuse, catholique ou autre. Donc c'est ce qui est actuellement prévu par le code civil, cette fois-ci, pour la récupération d'une identité. Mais ces gens-là n'ont plus d'identité. Donc ils sont obligés ils sont quasiment sous tutelle ou curatelle, parce qu'eux-mêmes ne peuvent mettre en place aucun acte juridique. Ils n'ont plus d'identité juridique. Donc il y a un vrai vide là-dessus et ils ont un statut temporaire. C'est pour ça que quand on dit qu'ils sont en mort sociale, c'est une réalité. Ils n'existent plus pour la communauté des vivants.